nouvelle conférence dans la série qui est organisée par deux organisations. Le CRECIB, dont je suis le président, c'est une association de 250 chercheurs en civilisation britannique dans les universités de France. Donc, il y a des gens qui spécialisent dans la politique, d'autres en histoire, les études culturelles, etc. Et également, la série est organisée par l'Association France-Grande-Bretagne, qui existe depuis un siècle et un peu plus, 108 ans, 109 ans à peu près, et dont l'objectif est de faire rapprocher les deux peuples. Alors ce soir, j'ai l'honneur de présenter Gérard Hockmar et je suis particulièrement content de le présenter parce que dans une lointaine époque, avant l'invention du punk rock, Gérard a fait partie du petit groupe qui a fondé le CRECIB, donc le Centre de recherche en civilisation britannique. Et donc, entre autres personnes, c'est à lui que je dois ma présente position glorieuse. Après avoir commencé autour de cette organisation, il a passé l'essentiel de sa carrière dans les classes préparatoires et a terminé sa carrière comme professeur de Kenya à Orléans. Entre-temps, il a réussi à ramasser un OBE, un ordre officier de l'ordre de l'Empire britannique, et il a publié différents ouvrages que vous pouvez trouver sur Google. Voilà, et je voulais dire aussi que l'année dernière, il nous a fait une conférence sur les peintres pré-raphaélites qui était absolument fascinant. Et alors, je n'ai pas de doute, moi je n'ai pas de doute, qui va nous présenter quelque chose de très intéressant sur Sir Walter Scott et la réinvention de l'Écosse. Alors, je vais te laisser la parole. Merci, John. Ben, je suis très content de vous voir nombreux et puis de retrouver tout un tas de têtes de gens que je connais et que j'aime. Je vais donc vous parler de Sir Walter Scott, mais pas spécialement de son œuvre, euh, plutôt de la façon dont son œuvre a imposé une certaine idée de l'Écosse. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, je tiens à le dire d'emblée, mais simplement, je me suis intéressé à Walter Scott, c'est tout. Alors, pour prendre un anachronisme, on pourrait utiliser à son propos les mots qu'on utilise actuellement d'influenceur. Je considère que Sir Walter Scott était un influenceur et que l'œuvre ce qu'il a fait participe quelque part, allez, deuxième anachronisme, du soft power, puisque il a contribué à mettre l'Écosse à la mode et d'autre part à intéresser les Français, entre autres, et puis les Allemands et le monde entier à ce petit coin de terre perdue et pauvre qu'il était avant lui. Donc, dans le domaine littéraire, c'est aussi un inventeur. Dans le domaine littéraire, on lui doit quand même la création du roman historique. C'est lui qui a le premier eu l'idée. Il y avait déjà eu des romans qui se situaient un peu dans des périodes d'histoire, mais c'est lui qui a vraiment utilisé la matière historique comme matériau principal. Et puis, il a aussi donné envie aux gens, par l'enthousiasme qu'ils éprouvaient à le lire, il leur a donné envie d'écrire. On sait que, par exemple, Balzac a dit que s'il avait eu envie d'écrire, d'autres c'est Chateaubriand, mais Balzac, c'est Sir Walter Scott, c'est la lecture de Walter Scott qui lui a donné envie d'écrire des romans. Et au-delà de ça, bah, ces écrits ont contribué à donner à l'Écosse, pour le meilleur et peut-être pour le pire, on reviendra là-dessus, une identité culturelle, et puis à donner de l'Écosse au monde un visage, une visibilité et une image qui est positive, surtout, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Donc c'est ça que je voudrais analyser avec vous.
Alors le contexte, premièrement le contexte. Le contexte, ben, c'est celui de l'Europe, l'Écosse dans laquelle naît Walter Scott. Il naît le 15 août 1771, 2 ans jour pour jour après Napoléon en fait, euh, auquel il consacrera une biographie. Euh, L'Écosse, c'est un pays pauvre, ça l'a toujours été. Il y a des vallées enclavées. À l'époque, les routes sont ce qu'elles sont. Il y a des vallées enclavées. Le docteur Johnson, qui a fait un voyage en Écosse avec Boswell, son ami écossais, en 1773, et qui a écrit un Journal of the Tour of the Hebrides, Journal of the Tour to the Hebrides, euh, a un jugement très très péjoratif. Vraiment, il trouve que c'est pas, c'est sinistre, c'est beau. Oui, alors il y a quelques paysages, mais enfin, franchement, il n'y a rien de très très intéressant. Et franchement, il prend les gens pour des arriérés. Alors bien sûr, il se dispute un peu avec Boswell, qui est écossais, qui n'est pas d'accord. Euh, il y a toujours eu depuis longtemps une opposition entre les Highlands et les Lowlands, de toute façon. Qui est quelque chose culturellement d'assez important. La langue n'est pas tout à fait la même. Dans les Highlands, on parle encore l'Erse, un dérivé du celte, et dans les Lowlands, on parle un anglais local, mais différence culturelle. Il y en a qui retournent, qui regardent vers le passé, vers un passé glorieux, vers un passé, et il y a ceux qui regardent vers la modernité, l'Angleterre. D'autre part, il y a une différence de conviction. Les Highlands sont de tradition jacobite plutôt, et de tradition donc catholique, par opposition. En gros, hein, parce qu'il y a des exceptions, bien entendu. Mais tandis que les Lowlands sont depuis très très longtemps protestants, depuis l'établissement de la Kirk en 1560, et les convictions ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, bah justement, il y a eu quand même les conflits jacobites, justement, deux guerres en 1715 et en 1745 que les Anglais ont gagnées. Et depuis Culloden, depuis la bataille de Culloden en 1745, on peut dire que l'Écosse est un pays totalement occupé et vassalisé. On a établi des camps, on a établi tout un tas de lieux portent les noms, par exemple Fort George, Fort William, etc. Ce sont des garnisons anglaises qui ont été installées pour quadriller le pays et veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles insurrections. D'autre part, euh, à côté de cette stagnation des Highlands, à côté de cette stagnation dans le passé, ce remâchage de la défaite, etc., qui a aussi imposé que la langue leur est interdite dans les échanges publics, qu'on n'a pas le droit de porter le kilt, sauf dans les troupes officielles britanniques du Royaume-Uni, mais dans les clans, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jouer de la cornemuse parce que c'est un instrument de guerre, ça appelle au combat. Et donc, il y a vraiment une occupation très, très dure qui est très, très mal ressentie. Dans le même temps, vous avez dans les Lowlands un pays qui est en train de décoller par osmose avec l'Angleterre voisine. Et il y a, par exemple, toute une industrie qui se crée du côté de Glasgow, du côté de la Clyde, euh, New Lanark, qui va être illustré un petit peu plus tard par Robert Owen comme une espèce de cité idéale, a déjà démarré. Il y a déjà des filatures qui sont installées grâce au moulin sur la Clyde et près d'Édimbourg, dans ce qui est actuellement c'est le Silicon Glen. Hein, c'est l'endroit où il y a toute la technologie. Mais déjà à l'époque, c'est l'endroit où il y a l'industrie. Et là, ça décolle. Et d'ailleurs, il y a une espèce de rayonnement. Il y a une espèce de rayonnement, mais qui est très limité.
il y a un rayonnement qui est à Édimbourg, situé à Édimbourg, parce que c'est là que sont les luminaries, les érudits. À Édimbourg, ben, je vous cite quelques-uns des résidents qui sont des gens qui ont une renommée internationale. Hein. Adam Smith, avec l'économiste, il y a Robert Adams, le décorateur et architecte, il y a David Hume, qui est encore vivant, euh, euh, il y a James Watt, etc. Donc, Édimbourg, on l'appelle d'ailleurs la Nouvelle Athènes. La Nouvelle Athènes parce que, à cause de ce rayonnement, les gens ont l'impression que, oui, mais c'est quelque chose de très limité. Et c'est dans cette Nouvelle Athènes que va naître Walter Scott, mais c'est quelque chose d'un petit peu limité. On illustre d'ailleurs, on est tellement conscient de la Nouvelle Athènes que c'est dans les années, fin des années 1770, on va entreprendre de construire une réplique du Parthénon, qui ne sera jamais terminée d'ailleurs, mais c'est ce qu'on appelle le National Monument, euh, mais qui était, on avait respecté les proportions du Parthénon, etc., mais il n'est pas terminé. Donc, c'est un pays tout à fait vassalisé, tout à fait occupé, et c'est là-dedans que va naître euh, Walter Scott. Si on parle un peu de l'Écosse, on parle un peu de l'Écosse quand même, indépendamment de la Nouvelle-Athènes. On en parle pour une autre raison, qui est Macpherson. Macpherson est un chercheur, un antiquarian, comme on disait à l'époque, qui avait circulé dans les Highlands et avait récolté des morceaux de ballades anciennes en Earth qu'il avait traduites et qu'il avait publiées. Sauf que il s'est un petit peu pris la grosse tête, Macpherson, et à partir de fragments authentiques qu'il avait trouvés, il les a complétés de son propre chef. Et donc, il a publié des poèmes qui étaient censés être les poèmes d'un barde du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc quand il y avait encore quelques Romains dans les parages. Et ce barde était Ossian. Et Macpherson avait publié les poèmes d'Ossian en 1765, mais immédiatement, un certain nombre d'universitaires et d'érudits lui étaient tombés sur le dos en disant non mais attendez, on connaît des fragments de Ossian, mais il ne faut peut-être pas lui faire dire trop de choses parce que ça semble étonnamment moderne, c'est du faux Earth. Donc il y avait une énorme polémique autour d'Ossian, mais le mythe avait pris et il y avait, à cause de ça, tout un tas de gens qui ont rêvé. Je n'ai pas pu trouver les diapos, mais il y a par exemple Giraudet, en 1802, je crois, qui a fait un tableau qui est au Louvre, qui représente les guerriers français combattant pour la liberté, soldats de l'an 2, qui sont reçus au paradis par Ossian. Il y aura un tout petit peu plus tard un songe d'Ossian peint par Ingres qu'on voit aussi au musée. Il y a deux versions, un au musée Ingres de Montauban et un au Louvre. Donc, Ossian a quand même, on était dans les débuts du romantisme, ça a quand même frappé les esprits. Donc, on parle un peu d'Écosse, mais on parle là aussi d'une Écosse totalement mythique. C'est un lieu qu'on ne connaît pas, c'est un bout du monde et c'est tout ce qu'on en connaît. Mais ça va donner des idées, parce que à cause d'Ossian, il y a un Anglais qui est évêque, Bishop Percy, qui est évêque de Newcastle, qui va faire la même chose, mais qui ne va pas aller chercher la poésie euh, en celte, en Earth, qui va aller chercher la vieille poésie écossaise et anglaise des Borders et qui va publier en 1760, 65, pardon, l'autre c'est en 60, là c'est en 65, les Reliquies of Ancient Poetry, qui sont des poèmes, des ballades
de la région des Borders, donc c'est aussi bien en Écosse que dans le Northumberland, etc., et qui va être un énorme succès littéraire, et celui-ci, au moins, les textes sont avérés. Il n'y a pas de polémique sur Percy. Je vous dis tout ça parce qu'on va parler de ce genre de choses pour Walter Scott. La famille Scott illustre elle-même les clivages qu'il peut y avoir dans la société écossaise. Son arrière-grand-père, qui s'appelait déjà Walter Scott, était jacobite et catholique et avait décidé c'est un personnage très connu dans l'histoire, il avait décidé qu'il ne se raserait pas la barbe à une époque où on ne porte pas la barbe. Hein. Il ne se raserait pas la barbe tant que les Stuarts ne remonteraient pas sur le trône. Alors, il est mort avec la barbe, bien sûr, et il est connu dans l'iconographie et dans l'histoire de l'Écosse comme Beardy Scott. Donc ça, c'est son grand-père. Euh, donc la famille se rattache au clan Scott, qui est un clan connu, cossu. Le chef d'armes, c'est le duc de Buccleuch, et Scott rendra hommage un certain nombre de fois à son lointain cousin. Mais justement, c'est tout à fait intéressant parce que c'est là qu'il y a le changement d'allégeance. À Culloden, l'arrière-grand-père arrête de se raser, mais son fils, le grand-père, lui, passe du côté hanovrien pour faire une carrière. Il est avocat et il a décidé, il ne peut pas continuer une carrière, il ne peut pas espérer une belle carrière s'il n'est pas du côté du pouvoir, si vous voulez. Et donc le grand-père de Scott devient presbytérien et hanovien. Et donc le grand-père Scott vivait dans les Borders, mais le fils, donc le grand-père de Walter, vient s'installer à Édimbourg, où il sera avocat. Alors il est au moins aussi rigide que son père sur un point, parce qu'il est avocat, mais il refuse de défendre des gens indéfendables. On pense un peu à la citation de Jules Renard dans son journal. Elle serait belle l'honnêteté d'un avocat qui refuserait de défendre un client pendable. Donc c'est un peu ça. Et s'il considère que non, le type mérite d'avoir un châtiment, il ne le défend pas, il l'envoie à un conflit. Euh, le père de Walter, lui, est nettement plus souple, il est avocat aussi, il est nettement plus souple, et lui va faire une assez belle carrière. Il va devenir Writer of the Signet. C'est un titre, alors les titres écossais, le droit écossais est différent du droit britannique. Le droit écossais est un droit écrit, à la différence du droit coutumier anglais. Et d'autre part, il y a des titres différents. On est advocate, on n'est pas barrister, etc. Et donc, Writer of the Signet, en gros, c'est avocat de cour d'assises. Euh, Ça, c'est son père. Sa mère est, elle, la fille d'un grand prof de médecine d'Édimbourg. Et donc, il est entre deux mondes, d'une certaine façon. Un monde profession du droit qui est assez fermé, et puis un grand-père maternel qui, au contraire, est un homme extrêmement ouvert, qui se tient au courant des dernières avancées de la médecine, etc. Un homme qu'on écoute. Et le petit Walter va se trouver, il va voir tous ses grands-parents, il les fréquente, etc. Il les voit, et il va s'apercevoir très vite qu'il y a des milieux différents. Le pauvre, il a un gros ennui. À 18 mois, les circonstances vont l'amener à quelque chose de très grave. Il a une polio. Il a une polio qui va lui laisser une jambe handicapée. Il sera boiteux toute sa vie, ce qui ne l'empêchera absolument pas d'être un très grand sportif, un superbe cavalier, un type qui aime le plein air, qui chasse, qui pêche, qui marche
à travers la campagne, etc. Un grand, il va devenir très grand. Il fait 1,83 m. Et il est carré, il est costaud, mais les débuts, ce sont les circonstances qui vont amener justement cette prise de conscience qu'il y a des mondes différents et des langues différentes. Et ça va l'intéresser d'ailleurs aux langues. Donc il a cette polio et on demande le conseil du grand-père qui dit qu'il faut absolument l'envoyer à la campagne. Il s'en sort, mais il faut l'envoyer à la campagne, prendre le bon air. Et pour prendre ce bon air, on l'envoie justement dans la famille du grand-père qui a une ferme à Sandy Knowe, euh, pas très loin de la mer, au sud d'Édimbourg. Et alors là, il va être soumis à la tradition orale. À la tradition orale, c'est-à-dire que déjà sa mère lui racontait des tas d'histoires, lui chantait des ballades anciennes, etc. Là, il est dans une ferme et il y a tout un tas de petits personnels qui va l'amuser parce qu'on a pitié de cet enfant qui est infirme et on va lui raconter des choses, etc. Il va se trouver en contact avec une tradition orale qui remonte très très loin et il va vraiment s'en imprégner. Et ça va énormément le marquer. Et puis, il est sensible au mélange de parler, au mélange d'accent, aux traditions qu'on lui rapporte. Et puis, ben, ça ne s'arrange pas. On conseille à ce moment-là d'aller prendre les eaux. Voilà. Ah, où Ah, ça? On peut prendre les eaux qu'à Basse, bien sûr. ça commence à aller un peu Basse, mieux. c'est miraculeux, c'est de l'eau ferrugineuse, c'est infect. Si vous allez à Basse, essayez, vous verrez, c'est totalement épouvantable. Mais on considère qu'à l'époque, que ça guérit tout. Et puis c'est la station à la mode, etc. La famille Scott a quand même les moyens. Et on l'envoie. Il va passer 4 ans à Basse auprès d'une de ses tantes. Alors Basse, c'est une station à la mode, donc il va voir un tout autre monde. Il va voir d'ailleurs des Anglais qui parlent pas avec le même accent et pas toujours avec les mêmes mots. Il va voir des milieux aristocratiques. On va l'emmener au théâtre. Il va entendre du Shakespeare et il va être totalement ébloui par ça. Et donc, ce gamin, à un âge où on est une éponge, s'imprègne de tas de choses très différentes et essaye quelque part d'en faire un tout. En lui, tout ça se mélange. On a une des premières photos, enfin, une des premières, un des premiers portraits du jeune Scott lorsqu'il est à Bath. C'est une miniature et on le voit. Il a bien forci. Encore une fois, ça va être un grand sportif. Il va être très costaud, mais on le voit là, il est assez joufflu. Bon, il s'apprend à lire à Bath. Il s'apprend à lire tout seul. Et puis pendant qu'il y est, il y a des livres qui sont dans des langues qu'il ne lit pas. Il va essayer de les déchiffrer, il va essayer de se les apprendre, il va s'intéresser à des tas de choses. Il va demander à faire du latin. Et du coup, lorsqu'il a 8 ans, on se dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bon, sa tante était assez lettrée et lui faisait lire des choses et lui enseignait des choses, mais il faut quand même le ramener dans le milieu et on va l'inscrire à une grammar school. Donc, on l'inscrit à une grammar school à Édimbourg et là, il devient un élève brillantissime. Brillantissime, il fait du latin, le latin qu'il voulait connaître, il fait des langues, il va en particulier faire de l'allemand, il va commencer par de l'allemand et du français. Le français, ça s'impose, c'est la langue chic, il faut avoir fait du français. Donc français-allemand, un peu plus tard, il s'apprendra l'italien. Il est tellement brillant que à 12 ans, on décide que bah, il a fait son secondaire et qu'on peut l'envoyer au collège. On l'envoie à l'université d'Édimbourg. Donc il va s'apercevoir là d'un problème qui est que il a il a appris beaucoup de choses, il sait beaucoup de choses, mais il a travaillé sans aucune méthode.
et il va avoir du mal. C'est un cas de figure qu'on connaît quand même, hein, qu'on doit connaître dans une maison comme ici, au moment d'entrer en prépa, hein. Euh, il a appris des tas de choses, il sait des tas de choses, mais ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, il souffre à l'université parce qu'on va cadrer. On va vraiment cadrer son enseignement, lui donner des méthodes de travail, etc. Bon, il s'y coule et il décide qu'il va opter pour le droit. L'idée, c'est de reprendre la charge de son père éventuellement. Et donc, en droit, on commence par suivre des cours théoriques, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le système du pupillage, où on devient un apprenti dans une étude de façon à apprendre sur le terrain. Et ben, c'est ce qu'il va faire. Il va devenir l'apprenti de son père. Il entre dans l'étude de son père. Alors, ça ne l'empêche pas d'être un joyeux luron. Et ces années d'études sont des années très, très joyeuses. Et on le sait parce qu'il prend, il a des surnoms qui lui sont donnés, dont l'un, alors on l'appelle Duns Scotus, en référence à Duns Scott, l'universitaire du XIIe siècle, théologien et philosophe. Euh, mais c'est une référence au fait qu'il sait tout, il est érudit, puisque Duns Scott était considéré comme l'homme le plus savant de son temps. Donc ça, c'est un de ses surnoms. Mais le deuxième surnom, c'est Colonel Grog, parce qu'apparemment, il a une très très bonne descente. Et il anime beaucoup les soirées étudiantes, etc. Il est partout. Il est partout d'ailleurs. Il s'intéresse à tout. Il est membre de tout un tas de debating societies. Il court de l'une à l'autre. Il va dans les clubs. N'oubliez pas qu'on est là, on est du côté de 1788-89 à ce moment-là. Et donc, il y a des événements qui se passent sur le continent qui ont nécessairement un écho. Il y a des débats qui arrivent. On n'a pas attendu ça d'ailleurs du côté anglais, puisqu'il y a eu un certain nombre de penseurs genre, à la mode justement dans ces années-là, Jean Burke et Scott, et de tous les débats politiques. Il est très conservateur, lui, quant à lui-même, mais il est de tous les débats. Et il va même créer une debating society qui s'appellera The Speculative, les spéculatifs, les, les penseurs. Euh, et puis, bah, il est apprenti, c'est-à-dire bah, il n'y a pas de machine à café, donc il ne fait pas le café et les photocopies à l'époque. Mais être apprenti, il y a l'équivalent, c'est-à-dire être un peu un GOFA. On l'envoie chercher des choses, on l'envoie, etc. Et en particulier, son père l'envoie auprès de clients à la campagne. Alors ça, il adore parce que c'est l'occasion justement de se balader dans sa chère campagne, mais surtout d'interviewer des gens, d'essayer de recueillir des choses. Et il recueille des balades, il recueille des traditions, il les écrit, il les prend en note et il revient avec ça dont il va faire son miel un petit peu plus tard. Alors, il a bien sûr une idylle avec une certaine Jessie. En juillet 92, il est admis au barreau. Et en novembre 92, il tombe follement amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Wilhelmina Pelches, qui est la fille d'un banquier et qui lui paraît Astrofelanstella, l'étoile, et il est absolument à ses pieds. Il n'a pas de chance, Scott, parce que, elle est assez coquette, elle le fait languir longtemps, et un beau jour, il est invité dans la famille, et un beau jour, il est invité chez les parents, et il apprend à cette occasion que Wilhelmina se marie dans 15 jours. Et donc, énorme déception, il tombe en déprime. Il y aura beaucoup dans son œuvre d'héroïnes. Il y aura beaucoup de cas de jilted love, d'amour non réciproque, etc., ou de gens qui sont trahis dans leurs sentiments.
Peut-être est-ce que c'est né de ça. Toujours est-il qu'il tombe en profonde dépression, euh, dont il va mettre un certain temps à sortir. Et puis les événements le rattrapent. Comme il est bon cavalier, et puis on craint une invasion française. 1792, la France a déclaré la guerre à tout le monde. Les Anglais vont entrer dans des coalitions, etc. En Écosse, on a le souvenir que les Français ont déjà débarqué en 1540 et quelques, 47 ou 8, pour emmener Marie-Histoire et la ramener en France. Les Français vont débarquer en Irlande, etc. Donc, ce n'est pas du tout une rumeur. Et on crée des milices. Et il va s'intégrer à la milice, il va s'engager dans la milice, mais dans la cavalerie, puisqu'il est bon cavalier. Et ça va en partie, si vous voulez, les patrouilles, etc., vont en partie l'aider à surmonter cette dépression. Un jour, des amis qui l'ont emmené pour le soigner de cette dépression, parce que ça dure très longtemps. On est au printemps 99 et à Carlisle, sur la côte ouest, presque sur la côte ouest, il va tomber sur Charlotte Carpenter. Et Charlotte Carpenter, c'est un mystère au fait. C'est un mystère. Elle s'appelle Charlotte Carpentier, elle est née à Lyon. Et elle est venue en Angleterre avec sa mère. Elle s'est fait protestante et elle se fait passer pour la filleule d'un lord, d'un marquis. Et on n'a jamais, enfin, on ne sait pas très bien quels sont les liens, pourquoi elle est venue en Angleterre, de qui elle est vraiment la fille, etc. Et alors j'espère qu'on va en savoir plus d'ici quelques temps, parce qu'une de mes anciennes étudiantes, qui doit être en train de regarder, à qui je fais coucou, euh, Céline Sabiron, va sortir une biographie de Lady Scott. Et donc, on en saura peut-être plus parce qu'elle reste un petit peu mystérieuse. C'est un personnage un peu mystérieux. Elle est un peu plus vieille que lui. Il en tombe follement amoureux. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est une brune aux yeux clairs. Voilà son portrait. Et Scott va tomber amoureux d'elle. Ils vont se marier très très vite. Ils se marient à Noël de la même année, le 24 décembre 97. Et ce sera un mariage très heureux. Ils auront 4 enfants, euh, Sophie, Walter, Anne et Charles. Euh, et ils recevront beaucoup, ils auront beaucoup d'amis, etc. C'est un couple très uni. À Édimbourg, il est ambitieux, il a des relations, et donc il va essayer de les utiliser, et dès 1799, il obtient un poste prestigieux, nettement plus prestigieux que son poste d'avocat, de simple avocat, même s'il a un certain succès. Il obtient le poste de shérif du comté de Selkirk, au sud d'Édimbourg, 60 km à peu près au sud d'Édimbourg. Alors le shérif, c'est un vieux titre, c'est le Shire Reeves, hein, le bailli du comté, du Shire. C'est-à-dire, en gros, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs de police, c'est des pouvoirs d'ordre. Il doit maintenir la loi et l'ordre, si vous voulez. C'est une sinécure, ça ne lui demande pas un travail extraordinaire, c'est bien payé et ça va lui laisser du temps pour écrire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se lancer dans l'écriture. Le voici, c'est le premier portrait qu'on ait de lui, justement à peu près à l'époque de son mariage. C'est un portrait par Raeburn, Henry Raeburn, qui est un peintre mondain, qui va être le grand peintre mondain de l'époque. Il va être anobli plus tard, il sera Sir Henry Raeburn, mais pour le moment, il est en gros du même âge que Scott et c'est une simple relation. Et c'est un des tout premiers portraits que fait Raeburn. Donc l'écrivain. L'écrivain, c'est une carrière qui démarre donc au tournant du siècle euh, et qui va démarrer par des poésies et par des articles
de critique littéraire. Et puis c'est au fil du temps qu'il deviendra romancier. Mais il est connu d'abord comme poète. Il, il a, il commence par des traductions. Il a une inspiration, il aime beaucoup les ballades, ça on le sait. Il aime beaucoup la littérature fantastique. Il est un grand fan d'un livre qui a un immense succès à l'époque, qui vient de paraître, qui est The Monk, un roman gothique de Matthew Lewis qui est paru en 1796. Et alors, il y a tout ce ce qui fait le gothique. Des ruines, un moine sadique, des tortures, etc. Et Scott aime beaucoup ça et rattache ça justement à tout ce monde des légendes et des ballades qu'il aime tant. Alors il va s'y essayer, il va écrire quelques ballades un peu gothiques comme ça. Et puis il traduit beaucoup, puisqu'il aime les langues, il traduit. Alors il traduit la Lénore de Bürger, il traduit Le Roi des Aulnes de Goethe, il traduit Goetz von Berlichingen, etc. Et puis il va s'essayer à l'écriture, il va publier sur le même modèle que Macpherson et que Percy, il va publier un recueil des Reliquies of je me relis pas, of Ancient Borders Poetry, qui va publier en 1802. Et il appelle ça, le titre exact, c'est The Minstrelsy of the Scottish Borders. Et ce que je vous ai donné, c'était le sous-titre. C'est un immense succès d'édition. Tout le monde veut ça, tout le monde veut lire ça. Euh, on redécouvre que finalement, l'Écosse a un passé littéraire, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Du côté du XIIIe, XIVe siècle, il y a aussi de très très bons poètes, hein, Dunbar et autres. Et, euh, et donc, si vous voulez, d'un seul coup, il y a une espèce de réveil et ça va donner des idées à d'autres qui vont justement se mettre à publier aussi. Ah bah oui, moi je connais aussi telle et telle balade, etc. Et Scott se dit que il va peut-être falloir, il aime les honneurs, il aime l'argent, Scott. Les deux vont de pair pour lui. Et donc, il se dit qu'il pourrait peut-être fonder une maison d'édition. Et il a un ami de son époque d'étudiant, Ballantyne, James Ballantyne, qui est imprimeur à Kelso. Et il le persuade de venir à Édimbourg et il met dans la balance une somme de 5000 livres, ce qui est assez énorme, mais il avait eu un héritage. Et il met une somme pour créer une imprimerie qui édite des livres. Et donc, c'est le départ de son métier d'éditeur qu'il gardera jusqu'à la fin, pratiquement. Donc, Ballantyne est le prête-nom, si vous voulez, mais l'éditeur derrière, c'est Scott. Et il publie tout un tas d'études. Il est des études littéraires. Il publie des œuvres. Par exemple, il publie le roman de Tristan, de la matière de Bretagne, Tristan et Iseux, etc., ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Il publie les œuvres complètes de Dryden, le dramaturge du XVIIe. Il publie les œuvres de Swift aussi. Et tout ça, c'est du travail académique sérieux, c'est annoté, le texte est établi sérieusement. Et donc, là aussi, il a du succès. Et il se dit qu'il pourrait peut-être, au lieu de proposer des articles, carrément aussi fonder une revue, tant qu'à faire. Et il va fonder la Edinburgh Review, qui est quelque chose qui est prestigieux et qui va garder son prestige jusque vers la fin du XXe siècle. Je crois que ça s'est arrêté dans les années 1970, mais c'était une revue littéraire prestigieuse et à laquelle il va donner des articles tout à fait intéressants parce qu'il a du flair. Il a du flair, il détecte des nouveaux romanciers, des nouveaux poètes, etc. Il s'intéresse à des gens, donc il va pousser la carrière. Et là aussi, c'est un succès. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Enfin, ça dure. L'Edinburgh Review dure encore
une fois, jusque bien avant dans le XXe siècle, jusque presque sur la fin. Mais euh, Scott n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale parce que lui est un conservateur et il trouve que la Edinburgh Review est un petit peu trop radical, un peu trop, on dirait, à gauche, si vous voulez. Et donc, il change complètement et avec l'éditeur John Murray et l'homme politique George Canning, il fonde une autre revue, la Quarterly Review, à laquelle il donnera dorénavant ses articles. Et c'est là-dedans qu'il va commencer à signaler les gens. C'est un article de Scott dans la Quarterly Review qui va sortir Jane Austen. Alors ça c'est en 1816, hein, on n'en est pas encore là, mais c'est Scott qui va un jour voir ce roman anonyme lui arriver par John Murray, justement, qui lui signale, et dire, mais là, c'est un chef-d'œuvre, etc. Il va la mettre en valeur et il va lui donner l'assurance de ne plus publier des romans anonymes, mais de signer ses romans. Même chose, il y a un autre exemple qui est, et là c'est dans les deux sens que ça joue, parce qu'il va la mettre en valeur, mais il va s'en inspirer, qui est Mariah Edgeworth. Mariah Edgeworth, c'est une Irlandaise qui a beaucoup de succès, mais avec des romans très moraux. Elle écrit beaucoup pour les enfants et des choses qui sont très édifiantes. Et Scott a perçu qu'elle a une inspiration tout à fait intéressante dans ses contes qui sont des scènes de la vie quotidienne irlandaise. Et il va la persuader de plutôt exploiter ce filon-là et il va faire son succès. Donc, son démarrage d'écrivain et de critique est quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis, justement, il commence à se faire remarquer et on va lui proposer une nouvelle sinécure. Il va devenir Clerk of the Session, c'est-à-dire en gros secrétaire général du tribunal de la cour d'assises d'Édimbourg. Ça ne lui demande pas grand-chose parce que, en fait, il supervise une administration. Il s'agit de superviser une administration, mais ça lui rapporte beaucoup. C'est un poste bien rémunéré et puis prestigieux. Et donc, mais ça ne change rien. Mais du coup, maintenant qu'il a de l'argent, par ses succès littéraires, etc., il va changer un petit peu son style de vie. Et c'est à ce moment-là qu'il achète une ferme. Ah, précédemment, il louait une ferme pour ses vacances avec sa famille. Là, il va acheter une ferme à Abbotsford, dans les Borders, le long de la vallée de la Tweed. Et cette ferme, il n'aura de cesse de la transformer. Et actuellement, Abbotsford, telle qu'elle est depuis la mort de Scott, est un château. C'est un château. Et alors, il y a un peu du parvenu quand même chez Scott, puisque ce château, alors il va avoir des tourelles, il va avoir des créneaux, il va avoir des machicoulis, baronial, on appelle ça le baronial style, parce que quand même, il faut montrer que. Et l'intérieur va être aussi quelque chose de très, très, très étudié, très tarabiscoté. Scott achète des tas de choses. Il achète des tas de souvenirs partout où il va. Il écume les salles de vente. Il a une clé de la Bastille. Si vous allez visiter Abbotsford, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il publie des poèmes. Il publie des poèmes et ces poèmes ne sont plus seulement des ballades, il publie des poèmes épiques qui se réfèrent à l'histoire de l'Écosse souvent. Bon, il y a Marmion en particulier. Marmion, c'est ce qui fait son grand, grand succès. En 1808, c'est un roman épique en plusieurs livres et Marmion va avoir un tel succès que d'autres poètes entrent en contact avec lui. Byron va demander à le rencontrer. Wordsworth vient lui rendre visite. Le prince régent lui écrit
pour lui dire qu'il n'est pas encore prince régent, il sera prince régent qu'en 1810. Mais le prince de Galles lui écrit pour lui dire qu'il admire ce poème, qu'il aimerait le rencontrer à l'occasion, etc. Il devient une célébrité, et pas seulement en Écosse. Localement, il a un grand prestige, mais on se met à parler de lui en Angleterre et par ricochet un peu sur le continent. Donc il publie ça, il publie The Lady of the Lake, qui était aussi un immense succès, au point qu'on en fait des lectures publiques. On en fait des lectures publiques, on fait des lectures dans des pubs, il y a des gens qui récitent The Lady of the Lake. On a l'impression que Scott, par ses poèmes, a réveillé quelque chose dans tout le pays, si vous voulez. Donc, alors, il y en a d'autres, il y a Rockaby, il y a Roderick, etc. Et là, il prend conscience quand même de quelque chose. Il prend conscience parce que, bon, il a ce succès-là, mais dans le même temps, il y a quand même Wordsworth et Coleridge qui ont publié des choses. Il y a Byron qui a un succès énorme et un succès international. Scott publie un roman qui s'appelle Harold, un poème épique, qui s'appelle Harold the Dauntless, Harold l'intrépide. Oui, mais la même année, Byron publie Childe Harold, qui est d'une autre trempe, si vous voulez. Et Scott est suffisamment fin pour se rendre compte qu'il n'est pas de la même taille. Il n'est pas de la même taille. Le vrai poète des deux, le grand poète des deux, c'est Byron. Et quelque part, dans son esprit, il se dit que c'est peut-être plus la peine de vouloir rivaliser, qu'il va falloir changer. Et c'est là qu'il va se lancer, 1814, dans le roman. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, un peu en peinture, il y avait ce qu'on appelait le grand genre. Le grand genre, c'était la peinture d'histoire. Et les autres étaient des peintures, le portrait était en dessous, c'était moins coté, c'était moins chic d'être peintre de portrait. Peintre de genre, c'était encore moins chic. Le grand genre, c'était un sujet ou historique ou mythologique. Eh bien, il y avait un peu la même chose en poésie. C'est-à-dire qu'un poème épique, ça, c'était du poème. En dessous, un poème lyrique. Alors, il y avait les lyrical ballads qui correspondaient au goût de l'époque. Et là aussi, Scott se rend compte que c'est très joli de sortir des poèmes épiques, mais que on n'est plus dans le goût de l'époque. L'époque est au romantisme. Alors, il peut y avoir un romantisme d'épopée, mais l'époque est plus à quelque chose d'intériorisé, de lyrique. Donc, il s'aperçoit que même si ce n'est pas très clair dans son esprit, s'il n'y a pas une intention, que ce n'est plus peut-être là-dedans qu'il a des chances de briller. Et donc, il va passer au roman. Oui, mais justement, le roman, c'est pas un genre noble, surtout pas. Ce n'est pas un genre noble du tout. C'est vraiment considéré comme, c'est bon pour les petites gens qui disent ça. Et donc, 1814, il va publier son premier roman sans nom d'auteur. Sans nom d'auteur, c'est Waverley. Et c'est tout à fait intéressant parce que l'histoire, c'est un portrait de Scott au moment de Waverley. C'est tout à fait intéressant parce que l'histoire, c'est une histoire, ça reprend justement l'époque de la guerre des Jacobites, la bataille autour de la bataille de Culloden. Hein. Le fait de débarquement de Bonnie Prince Charlie, le fait qu'avec son armée, il est descendu très bas, il est descendu au sud d'York, il est descendu jusqu'à Leeds. Et on a tremblé à Londres de voir cette armée écossaise qui descendait sur Londres. Euh, et puis, il prend justement, Waverley, c'est un jeune Anglais qui est impliqué dans cette guerre et qui va se trouver sauver la vie d'un Écossais
et en retour, on va l'héberger et lui sauver la vie à son tour. Et c'est tout à fait intéressant parce que là, on commence à voir le projet euh, inconscient de Scott, qui est d'essayer de faire une espèce de globalisation, essayer de montrer qu'il n'y a pas des bons et des méchants, qu'il y a des sentiments partagés par tous et qu'il y a peut-être eu des vainqueurs de fait et des vaincus de fait, mais qu'il n'y a pas, dans l'estime de soi, il n'y a pas de vaincus et de vainqueurs. Et ce bouquin va être un formidable succès, non seulement en Écosse, mais en Angleterre. Mais quand je dis un formidable succès, à l'époque, un gros succès, c'est quand on vend 3000 exemplaires d'un livre. Et les tirages de Scott, à partir de Waverley, vont être en dizaines de milliers. Et on va les vendre non seulement dans les îles britanniques, mais on va les vendre sur le continent. Goethe va acheter les romans de Scott. Hugo, on le sait parce que Scott tenait un compte de ses demandes. Il y a à Abbotsford, sous une vitrine, un registre de ses commandes. Et on voit Monsieur Victor Hugo, place des Vosges, deux exemplaires, Monsieur Goethe à Weimar, un exemplaire, etc. Et il envoie ces romans, on sait que ces romans sont envoyés dans la langue originale un peu partout. Donc, énormément de succès et donc anonymat. Ben pourquoi, encore une fois, anonymat? Parce qu'il a une position sociale, Scott, et il n'a pas envie qu'on dise qu'il écrit des trucs pour le bon peuple. Si on regarde, regardez la façon dont les romans d'hommes politiques sont accueillis. Il y a toujours un petit... On se dit, mais il ne pourrait pas plutôt faire son boulot ou il ne pourrait pas... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est exactement la même chose pour Scott. C'est-à-dire il n'a pas voulu risquer sa position sociale et son aura en mettant son nom. Donc, et ça va durer, il va y avoir 7 romans qui vont paraître successivement, qui paraîtront sous le nom de By the Author of Waverley. Alors, alors il s'amuse. Et alors il s'amuse, il va faire un truc à la Romain Gary. C'est-à-dire qu'il va s'amuser à s'autocritiquer. Il va publier dans la Quarterly Review des critiques de Waverley. Il s'amuse comme un petit fou. Au point que, il y a des gens qui très vite pensent avoir percé l'anonymat. En 1820, il va aller par exemple donc on est 6 ans après, mais un jour il va à Londres et il est invité par le prince régent qui entre-temps est devenu roi, Georges IV. Et le roi donne un banquet en son honneur. Son honneur, ça veut dire quand même qu'il est plus ou moins reconnu. Et le roi porte un toast à la fin à l'auteur de Waverley. Scott se lève comme tout le monde à l'auteur de Waverley. Et alors les gens lui disent, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et Scott dit, oh, I think he writes rather well, don't you think? Il s'amuse comme ça, il joue le jeu jusqu'au bout. Donc, alors il va y avoir donc tout un tas de romans. Alors suit Guy Mannering, etc. Et Guy Mannering ne se passe pas en Écosse, c'est une histoire anglaise. Mais il joue là aussi sur le succès. Ce qu'on a relevé dans Waverley, c'est la différence de point de vue. Chacun des personnages, enfin les personnages peuvent avoir des points de vue très différents sur les événements, mais chacun a sa vérité et chacun a sa cohérence et chacun a son parler. Il y a des personnages du petit peuple qui parlent avec... Et Scott se débrouille pour rendre un peu le dialecte et les prononciations.
Et il a vu, on a remarqué ça et on a trouvé que c'était bien, que c'était réaliste. Il va le réutiliser beaucoup. Et alors justement, dans Guy Mannering, il y a tout un tas de dialogues en dialecte que Scott s'efforce de rendre avec il va faire des choses genre mettre trois R où il en faudrait un parce que les personnages roulent les R, etc. Il s'amuse à ce genre de procédé. Et donc, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Alors, bon, il y a tout un tas de romans, je vous ai dit. Euh, 1816, il y a The Antiquary. Après Guy Mannering en 1815. 1816, il décide autre chose. Puisqu'il s'est amusé avec cet anonymat, eh ben, il va en prendre un autre. Il va prendre un autre euh, pseudo. Et il va publier des contes les Tales of My Landlord, les contes, on a traduit par les contes du tavernier, qui va être une série qui va en fait donner lieu à deux romans. Et ce sont des contes qui sont censés être écrits par Jedediah Clashbottom. Clashbottom, c'est le fouet de cul. C'est-à-dire, c'est le nom qu'on donnait, c'était le surnom qu'on donnait traditionnellement aux régents de collège, à l'instituteur de village, hein, dont le boulot était qui faisait apprendre les règles de grammaire en tapant sur les fesses des élèves avec une baguette. Clash Bottom, euh, bon, il y a d'autres à l'époque, il y a d'autres surnoms. Un chirurgien, c'était Sawbones, par exemple. Young Sawbones, il y a un Young Sawbones dans Dickens. Euh, et donc, deux nouveaux romans, The Black Dwarf, Old Mortality, qui était le roman préféré de Scott, où il y a, c'est un roman tout à fait intéressant, où il y a un personnage qui est Rob Patterson, qui entretient les tombes des protestants qui ont été victimes des troupes de Charles II et de Jacques II, victimes de la persécution sous Charles II et Jacques II. Et signe du succès immédiatement, il y a Bellini qui s'empare du roman pour en faire I Puritani, le livret de son opéra. Scott aimait beaucoup ce roman-là. Mais vous avez remarqué, 1816, on est à 3 romans dans l'année. Scott écrit à une vitesse extraordinaire. Il ne relit pas nécessairement, je reviendrai là-dessus, et il a une facilité étonnante, et ce sont de gros romans, parce que chacun fait 3 tomes. Hein. Imaginez 9 volumes dans l'année, c'est assez extraordinaire. 1817, ce sera l'année de Rob Roy, qui est une histoire de. Il se fonde sur les aventures de Robert McGregor au XVIIe siècle. C'est un peu le Robin des Bois écossais, c'est-à-dire quelqu'un qui récupérait de l'argent indûment pris aux paysans, etc. Donc c'est une espèce de banditonneur. 1818, il y a de nouveau des contes de My Landlord. Cette fois-ci, ça va être le roman considéré comme son chef-d'œuvre, The Heart of Midlothian. Alors, on a traduit ça par La prison d'Édimbourg, qui est un roman tout à fait intéressant qui se passe à une époque là aussi historique, des émeutes qui ont eu lieu à Édimbourg en 1737 et qui mettent en scène entre autres, une jeune femme. C'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'une certaine Helen Walker qui est allée à pied à Londres pour demander la grâce que sa sœur avait eu un bébé. On, elle avait perdu le bébé, on l'avait accusé de l'avoir tué et elle était emprisonnée justement dans la prison d'Édimbourg. Et Helen Walker était allée voir la reine Anne. Non, d'ailleurs, c'est pas la reine Anne. Si, non, je ne sais plus. Non, c'est peut-être pas la reine. Elle était allée voir la reine pour lui demander la grâce de sa sœur. Et donc, Scott reprend l'histoire
prend comme héroïne une certaine Jeannie Dean et lui fait vivre ce périple à travers l'Angleterre pour aller à pied implorer la grâce de la reine. Et elle se trouve aidée par le duc d'Argyle. Et là encore, c'est pour Scott l'occasion de montrer des milieux différents qui parlent de façon différente, mais qui sont tous unis dans ce qu'on pourrait appeler leur scotitude. Le duc d'Argyle décide d'aider cette pauvre fille, etc., et de plaider lui aussi auprès de la reine, et ainsi de suite. Et il y a une espèce de tout le monde, il y a une espèce de symbiose, d'une espèce de sentiment qui ne s'appelle pas patriotique, mais qui en est, si vous voulez. Le fait d'appartenir à une espèce de communauté culturelle. Et puis, ben, la même année, il y a The Bride of Lammermoor, qui elle aussi donnera lieu à un opéra de Donizetti. Il y a A Legend of Montrose, là aussi sur un chef de guerre de la fin du XVIIe. Euh, autour, là aussi encore sur les persécutions religieuses, etc. Et c'est un roman tout à fait intéressant parce qu'il s'y mêle, il montre comment, à l'intérieur des positions politiques des gens, il y a aussi des motivations personnelles qui aboutissent éventuellement à des dénonciations, à des vengeances, etc. Comment se tissent différentes motivations autour d'événements historiques. 1810, j'ai oublié de vous passer ça. Voilà la couverture de la page de garde de Waverley. Et vous voyez la page de Guy Mannering aussi. Et Ivanhoe, qui est une rupture. Ivanhoe est une rupture parce qu'il cesse de s'appuyer vraiment sur des éléments historiques. C'est totalement inventé. C'est certes placé à un moment précis de l'histoire anglaise, mais ça transpose des événements puisque c'est une lutte entre les descendants de Saxons et les descendants de Celtes à une époque où ce passé-là a été révolu. Donc Scott la invente totalement, mais c'est de ces livres, celui qui a eu le plus grand succès et qui continue à avoir le plus grand succès. On réédite peu, on a réédité les livres de Scott, ils existent, on les trouve tous, mais c'est nettement moins lu que ça l'a été, sauf Ivanhoe. Et puis, c'est aussi le roman qui a donné lieu au plus d'adaptations cinématographiques. Et pourquoi? Ben justement, ça m'amène à autre chose, qui est que le succès de Scott, il tient à son écriture cinématographique. En fait, euh, la façon, c'est un conteur, Scott, plutôt qu'un, c'est pas toujours très bien construit. Et c'est un conteur. Et souvent, il y a des personnages qui sont des espèces de personnages choriques. C'est le cas dans Guy Mannering, c'est le cas dans le Old Mortality, où il y a un personnage qui raconte, et qui est le porte-parole en quelque sorte. Et comme il raconte, il donne à voir la plupart de ce qu'on a beaucoup remarqué, ce que tout le monde, je crois tout le monde s'accorde, c'est que la façon dont les choses sont présentées, on voit la scène. On voit la scène parce qu'il campe les personnages, il nous les montre les uns par rapport aux autres dans un lieu, et on a l'impression d'entrer dans la scène qui est décrite parce que ben on en est un témoin. Et ça, c'est la grande force de Scott. Donc, il est tout à fait évident que pour un réalisateur de cinéma, c'est très facile à adapter. Sa santé commence à décliner à partir d'Ivanhoe. Ivanhoe, on est en 1819 et sa santé commence à décliner, ce qui ne veut pas dire qu'il va cesser d'écrire, mais ça va devenir moins bon. Ivanhoe représente un point de rupture, si vous voulez. Et puis, c'est le moment où il va avoir des ennuis personnels. C'est une décennie pendant laquelle il va perdre sa mère d'abord,
Une de ses filles va avoir de gros soucis de santé. Il va finir par perdre sa femme. Et son inspiration devient plus gothique, un peu comme si ça s'assombrissait, c'était un peu, ça devient un peu gore, un peu. Et il y a toujours le même succès, si vous voulez, mais la qualité s'en ressent. Alors, en 1820, on aura The Monastery et The Abbot, deux romans qui sont tout à fait intéressants, mais c'est plus tout à fait le grand Scott. 1820, il est anobli parce que le prince régent l'aime beaucoup et le prince régent est devenu George IV et un de ses premiers actes, c'est d'anoblir Scott, qui devient Sir Walter Scott, baronnet. Donc ça veut dire il est un sir qui... Tous les sœurs n'ont pas le droit de transmettre leur titre. Mais si on est baronet, on peut transmettre à son fils. Sinon, c'est une dignité personnelle qui n'est pas transmise. Donc, il est Sir Walter Scott, baronet, et il va prendre des armes. Voilà les armes de Scott. Et alors, il va arborer le tartan des Scott à partir de ce moment, quand il aura l'occasion de le prendre. Il publie encore Kenilworth. Kenilworth, c'est là aussi un roman intéressant, 1801. C'est l'histoire de Amy Robsart. Amy Robsart, c'est la femme du comte de Leicester, favori d'Élisabeth, et dont on pense, tous les historiens pensent qu'en fait il l'a assassinée parce qu'il voulait s'en débarrasser, il espérait bien épouser la reine Élisabeth. Et donc, ça a donné lieu à des tragédies. Victor Hugo s'en est inspiré. Il a fait une pièce qui s'appelle Amy Robsart. Là aussi, ce n'est plus du tout historique, puisque Scott mélange des choses qui se sont passées à 20 ans d'intervalle. Hein, des fêtes au château de Kenilworth avec la mort d'Amy Robsart, par exemple. 20 ans d'intervalle, mais il mélange tout ça, ça se passe en même temps, etc. Et on a l'impression qu'il joue un peu la facilité dorénavant, alors qu'auparavant, il était plus précis. Bon, je vous passe les autres romans, The Fortune of Nigel, Peveril of the Peak, Quentin Durward, le roman de Scott qui se passe en France, à la cour de Louis XI, la garde écossaise de Louis XI, etc., et qui a donné lieu, cette fois-ci, Quentin Durward, à des tableaux. Il y a un Delacroix qui représente le banquet de l'évêque de Liège, qui est une des grandes scènes de Quentin Durward. Saint Ronan's Well, 1824, Red Gauntlet, avec le retour à l'imaginaire, un retour imaginaire de Bonnie Prince Charlie, euh, qui n'a jamais eu lieu. Enfin, entre-temps, entre-temps il a eu une, une action sur la vie écossaise. Il était, on avait perdu les Honours of Scotland, c'est-à-dire qu'on avait perdu la couronne, le sceptre et l'épée. Ça avait servi à l'époque du dernier couronnement, celui de Charles II, donc vers 1662. Avait été couronné 1660 à Londres, c'est un peu plus tard à Édimbourg. Et puis on les avait rangés et on ne savait plus où on les avait mis. Et alors, on va interroger Scott. Il est un érudit, il connaît bien l'histoire, il a la réputation de connaître l'histoire. On lui demande s'il aurait une idée. Alors, il va aller au château d'Édimbourg, il va interroger, etc. Et il va dire, écoutez, je pense qu'il faudrait, il y a une pièce qui est murée. Et il lui dit, ben, écoutez, je ne sais pas, je pense que c'est quand même curieux qu'on ait muré cette pièce. Faudrait peut-être explorer. Alors on ouvre la porte murée. Il y a dans cette petite pièce, il y a un coffre. Et quand on ouvre le coffre, il y a la couronne, il y a le sceptre et il y a l'épée de justice. Et donc, on va pouvoir les ressortir. Et là, c'est un événement considérable.
c'est un événement considérable parce que ça s'appelle The Honours of Scotland. C'est la fierté de l'Écosse, si vous voulez. Ça symbolise le pays. Et donc, la gloire de Scott est absolument immense. Alors, les voilà. Ils sont exposés au château d'Édimbourg. L'épée, entre-temps, a été refaite parce qu'elle était très rouillée. Et le sceptre est authentique et la couronne est authentique. Et puis, deuxième titre de gloire et action sur la vie de l'Écosse, il va persuader le roi George IV de venir à Édimbourg. Il n'y a aucun roi qui est venu depuis Charles II, et George IV est un petit peu réticent parce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu pas mal d'agitation sociale, il a très peur d'être très mal reçu. Il y a eu ce qu'on a appelé des radical riots l'année précédente. Il a très peur d'être très mal reçu. Le cabinet ne conseille pas tellement au roi d'aller à Édimbourg. Et Scott va utiliser son amitié personnelle pour persuader George IV de venir et lui dit, faites-moi confiance, j'organise ça. Et Scott va organiser la chose. Et il pense immédiatement qu'il va falloir jouer sur les symboles. Encore une fois, on n'a pas le droit d'utiliser de cornemuse, on n'a pas le droit de porter le tartan. Scott va organiser une parade dans les rues d'Édimbourg pour aller accueillir le roi sur le port de Lys. On va aller l'attendre et on va le ramener précédé par des cornemuses. Et d'autre part, Scott a demandé à tout ce qui est important, tous les chefs de clan, de se prévoir un tartan, de ressortir les tartans ou de s'en faire reconfectionner des kilts, etc. Et il a dit à George IV, il y a un tartan Stuart, pourquoi est-ce que vous ne le porteriez pas? Vous êtes roi d'Écosse. Et George IV, qui est assez cabotin, se dit que pourquoi pas, elle se fait faire un kilt et une tenue, un sash, etc. Et donc, le roi débarque, c'est au mois d'août 1824, et au mois d'août 22, pardon. Il débarque au mois d'août 22 pour passer une quinzaine de jours, et il va être accueilli par les troupes. Alors, les troupes ont droit à la cornemuse et elles ont droit au kilt. Mais les troupes, mais aussi la population. On a ressorti les kilts des grands-parents, etc. On sait, et on accompagne le roi jusqu'au château d'Édimbourg et puis ensuite jusqu'à Holyrood. Et il va y avoir des audiences officielles, etc. Et tout le monde est absolument ébloui. Il y a un tableau de Lawrence que je crois que je n'ai pas là. Il y a un tableau de Lawrence qui, si je l'ai, voilà le tableau de Lawrence qui représente George IV, qui est tout fier d'être avec son tartan royal. Pour vous donner une idée de la gloire de Scott, à ce moment-là, il est au sommet de sa gloire. Lorsqu'il vient à Paris en 1827, il vient et il est invité par Charles X. Il est invité officiellement aux Tuileries et tout le monde veut le voir. Il descend à l'hôtel Bristol et tout le monde vient le voir à l'hôtel Bristol. Vigny vient le voir et lui parle de son projet de roman Saint-Marc. Victor Hugo vient le voir, etc. Et lui-même, il est obligé un petit peu de demander, il est malade, il commence à être sa santé a beaucoup décliné, il demande qu'on le laisse un petit peu souffler. 1826 avait été précédemment justement une annus horribilis, puisque c'est là que meurt sa femme, et il y a un désastre financier. S'il est venu à Paris, c'est aussi pour rencontrer ses éditeurs français, parce qu'un désastre financier dont il est en grande partie responsable, son éditeur, Murray, a fait faillite. Mais encore une fois, Murray et Ballantyne ne sont que des prête-noms. C'est lui qui est le bailleur de fonds. Et malheureusement, avec ses goûts de luxe
pour faire son château d'Abbotsford, il a signé des papiers à ordre. Il est toujours en avance sur ses recettes d'auteur. Il a signé des papiers à ordre. Ces papiers circulent. Et puis, ben, il y a des gens qui les négocient. Et puis, un beau jour, ça amène la faillite de l'éditeur parce on présente les papiers à l'éditeur. Et donc, c'est Scott qui est le bailleur de fonds. Il ne peut plus. La faillite est considérable. 100 000 livres de l'époque. On a fait le calcul, c'est quelque chose comme, alors attendez, j'ai le chiffre, comme 25 millions d'euros à peu près. C'est gigantesque. Il a vraiment fait des. Et alors, et alors, il va décider, et ça c'est quand même très noble, il va décider qu'il va régler ses dettes. Et le vieux Scott, malade, va se mettre à faire des travaux d'écriture. Lui qui écrit facilement, va vraiment se mettre à suer de l'encre, si vous voulez, pour faire rentrer de l'argent en jouant sur son nom grâce à ses nouvelles publications. Donc, c'est là qu'il va publier sa vie de Napoléon Bonaparte. Il publie des tas de nouvelles, il publie des contes pour enfants, il fait des tas de choses. Il va même avoir une lettre sur la démonologie, qui est assez intéressante par ailleurs. Et puis ben, la fin est triste. La fin est triste parce qu'il fait 2 AVC en 1830. Il en fait un de nouveau en avril 1831. Il est souffrant et au point que le roi, c'est Guillaume IV, qui a succédé à son frère, lui offre la solution traditionnelle d'aller au soleil pour se reposer au soleil, et comme il lui offre son propre yacht pour l'emmener. Et donc, Scott va descendre à Londres, euh, et puis de Londres, il va s'embarquer pour Malte, puis pour Naples. Il va passer 5 mois à Naples. Il voulait aller en Grèce, mais se sent trop faible, il n'ira pas. Et puis, il remonte par l'Italie. Il se sent malade. Il veut remonter. Il y a des endroits qu'il veut revoir. Il veut monter à Rome, où il va apprendre la mort de son ami Goethe. Florence, il va voir Venise. Il remonte par Heidelberg. Et puis là, il a un nouveau malaise. Il décide de rentrer très très vite. Donc, ils arrivent à Nimègue, où il doit s'embarquer. Et à Nimègue, il a un nouvel AVC. C'est pratiquement un légume qu'on ramène à Abbotsford, où il va mourir en septembre 1832, le 21 septembre. Il a demandé à être enterré à Jedburgh Abbey, que je vous montre ici. Alors voilà Abbotsford, en fait. Vous voyez la petite ferme, ce qu'est devenu la petite ferme, avec un intérieur somptueux, avec une bibliothèque. Il va falloir terminer, je termine rapidement. Donc enterré à Jedburgh. Alors le legs pour conclure là-dessus, son legs littéraire et artistique est considérable. Donc c'est quelque chose comme une quarantaine de romans historiques et de nouvelles, qui ont donné lieu à des opéras, des films, etc. Une considérable influence, mais surtout, il a donné une identité culturelle à l'Écosse. Il a mis l'Écosse à la mode. C'est parce que Walter Scott a écrit que la reine Victoria va avoir envie de s'installer à Balmoral pour l'été, etc. Je passe là-dessus. Euh, L'Écosse le reconnaît comme quelqu'un qui lui a vraiment apporté quelque chose. Et tout de suite après sa mort, peu de temps après sa mort, 5 ans après, la ville de Glasgow lui élève une colonne, un peu comme Nelson à Londres, une colonne avec sa statue en haut, et il veille sur la ville, une colonne de 24 mètres de haut. Sa ville d'Édimbourg est un peu vexée de s'être fait prendre de vitesse, et donc Édimbourg va faire mieux, va lui élever un monument en 1800,
40, un monument de 131 mètres de haut. Hein, pardon, je dis des bêtises, de 31 mètres et va baptiser, lorsque le train arrivera à Édimbourg, va baptiser la gare Waverley Station. Alors, c'est une postérité qui n'est pas exempte de critiques. À sa mort, il y a les Biographia Literaria saluent justement l'universalisme. Coleridge dit ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des romans écossais, ça se passe peut-être en Écosse ou dans les Bordeuses ou en Angleterre, mais ce sont des romans fondés sur des sentiments universels. Et donc, Coleridge est très favorable à. Alors qu'inversement, Carlyle, un tout petit peu le critique victorien et philosophe victorien, va être très critique et va critiquer le style en disant non, non, mais c'est écrit n'importe comment, c'est écrit à la va-vite, c'est pas bon, puis ces mélanges de styles, le dialecte avec le style narratif relevé, ça marche pas. D'autres vont être très critiques. Stevenson, qui est écossais aussi, Robert Louis Stevenson, va critiquer justement le passéisme et l'image de l'Écosse qui est donnée. Je vous ai dit, il a placé l'Écosse pour le meilleur et pour le pire à la mode. Stevenson trouve que c'est pour le pire, parce qu'il dit que Scott ne parle que du passé, que du folklore, et pas assez de ce qu'est l'Écosse vivante et dynamique et inventive, etc. Donc, les derniers clous dans le cercueil, ce sont ceux que donne le critique et romancier E.M. Forster, Passage to India, etc., qui, lui, critique la technique de la construction des romans, et en particulier la façon des personnages. Bon, je passe, je pourrais entrer dans le détail, je ne le fais pas. Et puis le dernier, c'est Georges Lukács, le critique hongrois, qui, au nom du marxisme, trouve que Scott fait du folklore, qu'il a une vue paternaliste des petites gens, etc., et que ce n'est pas du tout intéressant. Voilà. Alors, on ne le lit plus beaucoup, mais si on le lit, si on entre dans un de ses livres, on ne quitte pas le livre. Je vous remercie.